C'est le temps d'une bière et aujourd'hui, je suis avec Fabien Chemlel, qui est un Français qui s'est installé au Mexique en 2006, il y a plusieurs années maintenant, pour lancer littéralement une entreprise de livraison de bière au Mexique. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je le présente bien? Le présent, tu fais un sacré raccourci en 15 ans de Mexique, mais Ben oui, parce que c'est l'histoire que je voulais partager avec nos auditeurs. bien sûr, À 40 ans, tu découvres le monde de la bière et là, tu tombes en amour et exact, tu te lances en affaires. Et tu fais pas ça n'importe où. Tu fais ça au Mexique. De tous les pays du monde, tu exact. choisis de fonder ta compagnie là-bas. Et je me demandais pourquoi. Qu'est-ce qui t'amène à faire ce choix-là? Écoute, en fait, il faut savoir quand même que le Mexique, c'est un des plus gros producteurs en bière, non? Donc, c'est un peu la bière ici au Mexique, c'est quand même une sacrée mecque. C'est quand même un sacré produit qui marche bien littéralement ici dans ce pays. Et forcément, il y a une dizaine d'années, donc dans les années 2010, on commençait quelques bières artisanales à se faire connaître dans le milieu, sachant qu'en fait, elles suivaient d'autres bières artisanales un peu plus internationales qui à ce moment-là étaient plus connues du côté des États-Unis, du côté de l'autre côté de la frontière, du côté de San Diego, pour Mhm. pas citer Stone Brewing, pour pas citer A. Smith, enfin, il y en a beaucoup. Et donc, c'est vrai que de là, en fait, il y a beaucoup de bières artisanales qui sont nées on appelle ça dans la Barra, qui est la Basse-Californie, Mexicali, Tijuana, Ensenada, qui sont vraiment des lieux où il y a beaucoup de production de bières artisanales. Et puis petit à petit, ben, le marché a commencé à grossir. Donc, c'est devenu de la consommation locale. Et puis petit à petit, le Mexicain qui vivait à la ville de Mexico, pardon, mon fragnol, parce que des fois, automatiquement, je commence à parler un peu en espagnol, mais qui cherche à acheter des bières de Ensenada, des bières de Tijuana, de Mexicali, qui sont vraiment des zones très très proches de la frontière américaine. Et puis voilà, donc petit à petit, c'était l'idée venue de pouvoir offrir la proximité en fait de la bière artisanale aux clients, en fait, au, à l'amateur de bière, à Mhm. l'amateur de bière. D'accord. Donc c'est comme ça qu'est née notre philosophie nous, dans notre entreprise. Et donc aujourd'hui, il est vrai que nous livrons dans tout le pays. Donc bon, le pays, il est pas non plus très petit. Il fait 4 fois la France. Pour donner un ordre d'idée, on livre de Montréal à Vancouver, littéralement. Donc on livre à Tijuana, à Cancun, pour vous donner des ordres d'idée. Et ici, dans la ville de Mexico, qui est une mégalopole, nous livrons en fait les bières fraîches parce qu'en fait, on essaie de respecter le produit jusqu'à les laisser en chambre froide tout le temps et qu'elles soient livrées fraîches ici à la ville de Mexico. Et ensuite, c'est vrai que pour la partie Mexique, la partie nationale, nous mettons des gel packs en fait dans les cartons et généralement en fait les livraisons se font entre 24 heures et 48 heures. Donc c'est assez rapide. Donc, tout le concept, c'est d'amener l'artisanat là où est-ce que les gens veulent bien le consommer et tout ça dans la fraîcheur et la rapidité. Exactement. Euh, et ce qui nous a poussé, d'ailleurs, je vais ouvrir Oh! la Cheve en Bolsita, qui est une Hmm. bière, qui est une collaboration avec une brasserie très connue ici au Mexique qui s'appelle Hercules. Littéralement, en fait, pourquoi Hercules? Parce que ils sont à Querétaro, donc ils sont un peu plus au centre du pays, à 2 heures de Mexico, et ils sont dans une usine de textile qu'ils ont complètement rémodelé, comme on dit, en fait, rénové en fabrication brasserie. Et donc la rue s'appelle Hercules, l'usine s'appelait Hercules, et ils ont gardé ce nom. Et donc là en fait, voilà, Hercules. Et en dessous, l'Hervig. Pourquoi? Parce que c'est une bière en collaboration avec une brasserie de Norvège. Norvège. Et comment ça s'est passé, ce partenariat? Comment est-ce que une compagnie norvégienne décide de s'allier avec une compagnie mexicaine? Ça semble un mariage Mmh, exotique. c'est très exotique.
Et la vérité, c'est que en fait, Hercules fait beaucoup de collaborations avec beaucoup de brasseries dans le monde. En fait, ils sortent une production de 3000, 4000 lata, comme on dit ici, en fait. Et en fait, ils le font avec des brasseries espagnoles, des brasseries américaines, des brasseries européennes, belges, françaises. Et donc, ils lancent comme ça des bières, comme on dirait, de saison, en fait, et Ah, de collaboration. et Donc, regardez la couleur, très belle couleur. très belle couleur, une très belle mousse. Elle a été faite avec de la levure de Quake, qui est origine de Norvège. Donc, en fait, l'idée, c'est que il mélange, il fusionne en fait la connaissance mexicaine et l'expérience d'un autre brasseur du monde, Un brassage de basiquement. culture, finalement. Exactement, exactement. Donc, santé, Santé, mon ami. santé le Québec, santé depuis la ville de Mexico. Santé pour la Et France et pour le Mexique. ouais, Euh, pour la France aussi. et puis, moi ici, je bois pour l'occasion une lager mexicaine faite par une compagnie basée à Toronto qui s'appelle Ace Hill. Donc, je OK. dirais que c'est surtout une inspiration mexicaine. C'est pas une bière qui a été faite au Mexique. 4% estival, gentil, très doux dans la bouche. Euh, Même que je constate que niveau couleur, c'est pas si différent de la tienne. Peut-être que la tienne est un petit peu plus opaque. Ouais, Alors, voilà. elle est beaucoup plus tourbia, comme on dirait, nous, ici, en Mhm, fait. Mais elle a des notes, c'est vraiment une bière fraîche aussi. Elle a des notes de raisin, de résine, de pain, mhm. de poivre blanc. Euh, Au nez, elle est vraiment très agréable. En bouche, elle est excellente. Elle fait 5,2% d'alcool, donc elle n'est pas forcément très forte. Et c'est vrai que les canettes sont de plus en plus à la mode et les étiquettes, elles sont vraiment, c'est des œuvres d'art, quoi. C'est Ben très oui. joli. Et donc, Hercules fait partie de ces grandes brasseries artisanales du pays aujourd'hui. Et justement, eux, ce qu'ils demandent à leurs clients et à leurs distributeurs comme nous, de tout laisser en chaîne de froid. Et donc ça, c'est quelque chose qui ils ne la vendent pas n'importe où. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir la distribuer dans tout le pays. Est-ce que tu peux nous Par dire exemple, qu'est-ce que c'est une chaîne de froid? Juste pour confirmer, juste pour être bien sûr que je comprends, il s'agit toujours de les laisser au froid, peu importe où est-ce qu'ils sont, peu importe le moyen de livraison, c'est ça? exactement. Et ça, est-ce que c'est Exactement. une spécificité mexicaine ou il y a des compagnies qui ont les mêmes Alors, exigences ailleurs? non, c'est une spécificité de cette brasserie parce qu'en OK. fait, ils n'utilisent pas de produits chimiques. En fait, tout est naturel. C'est une bière naturelle. Donc, justement, ils demandent que pour pas altérer en fait le goût, la saveur, qu'elle reste le plus longtemps possible en fait dans le froid, dans un frigo, Mhm. voilà. Donc, c'est le deal avec cette brasserie. Donc, c'est très compliqué à la manipuler, à l'envoyer. Et aujourd'hui, ils nous ont fait confiance pour que nous puissions l'envoyer de Tijuana à Cancun, dans tout le pays, en fait. Donc, c'est une brasserie qui est très reconnue ici dans le pays. Mhm. Mais après, il y en a beaucoup d'autres. Des brasseries ici artisanales, je dirais qu'il y en a peut-être 300 ou 400 facilement. Hein. Donc, ça va de la fabrication vraiment personnelle Ouais. à une fabrication où quand même là, ça commence à devenir des productions un peu plus, beaucoup plus grosses en fait. Et comment est-ce que tu comparais la production brassicole artisanale au Mexique à celle, disons, de la France ou des États-Unis? Parce que tu me parles d'à peu près 300 microbrasseries, ce qui me semble être un chiffre quand même assez élevé. Écoute, oui, parce que tous les jours, nous, on reçoit des demandes, des sollicitudes pour qu'ils vendent sur notre tienda, notre Je cherche le mot marketplace. moi aussi, j'allais dire succursale en ligne. Non, mais sérieusement, je Donc, vivais ta panique en même temps que toi t'hésitais, tu cherchais le bon mot. Je le cherchais dans ma tête et je le trouvais pas. donc, notre magasin en ligne, C'est ça. euh, et on en reçoit tous les jours. Donc, tous les jours, on reçoit des nouvelles marques. Tous les jours, Mhm. on reçoit des nouvelles bières. Euh,
alors après, c'est vrai que on fait très attention en fait à la qualité du produit. C'est Mhm. ça le gros problème aujourd'hui, c'est que tu peux avoir euh, comment on dit, des productions qui sont contaminées, qui sont polluées. Donc, il Mhm. y a, par exemple, donc on fait très attention à ça. Et nous, en fait, on se base sur la qualité du produit. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 200 bières en ligne et qui passent par entre nos mains et surtout nos bouches, nos gosiers, on va dire même, pour valider si on la met en ligne ou pas. Et malheureusement, des microbrasseries, en fait, les productions sont très variées. Et Ouais. donc, des fois, il y a un très bon lot et des fois, il y a un très mauvais lot. Et donc, ce qu'on ne veut pas, nous, c'est effectivement, nous, ce qu'on ne veut pas, effectivement, c'est que les clients aient une mauvaise expérience sur la bière, en fait. Donc, on Ouais. cherche toujours le nec plus ultra, en fait, en bière artisanale mexicaine et en bière aussi d'importation parce qu'on fait dans notre portefeuille, on a 70% en fait de bière mexicaine et 30% de bière d'importation. Dans le pays qui est le plus grand exportateur de bière mondiale, vous vous spécialisez finalement dans la bière d'importation. On se spécialise dans la production locale et on se spécialise de proposer un maximum de produits d'autres bières du monde entier sur notre portail en fait. Donc, OK, je comme je comprends, disais tout oui. à l'heure, pour pas les citer, on a Brewdog, par exemple d'Écosse, on a Stone de San Diego, on a aussi bien entendu des bières belges, on peut pas y échapper. C'est Il inévitable. nous manque, inévitable, il nous manque des bières canadiennes. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bière canadienne et je Écoute, sais qu'il y a de Fabien, très, il va il y falloir a- qu'on travaille là-dessus, toi et moi. Il faut rendre le je Canada sais, plus accessible au Mexique. mhm. Partenariat de Et livraison de surtout, bière internationale du Canada vers le Mexique. Oui, on va Et, rapprocher les et, pays. oui, non, non, bien sûr. C'est vrai que c'est. Après, le souci, c'est que le client mexicain, en fait, il va généralement sur les bières très connues Mhm. mondialement. Donc, on va parler de Mikkeller, on va parler de Omnipolo, on va parler de Stone, on va parler de. Oh, il y en a. Attends, je vais regarder ma liste, mais. Ben, c'est intéressant. Déjà, Euh, c'est pas des noms qui sont courus au Canada. Et c'est une OK. question que je voulais te poser depuis quelques minutes déjà, parce que je me demandais justement Ouais. qu'est-ce que le consommateur de bière mexicain cherche en espérant pouvoir comparer ça à d'autres pays. Je pense au Mhm. Québec, où est-ce que je suis. Nous, on est à Gatineau, dans la province de l'Outaouais, qui est frontière avec la province de l'Ontario. Donc, on chevauche deux cultures, si on veut, entre le côté plus Mhm. anglophone, plus anglo-saxon, le côté plus francophone. Et puis, ben ici, des deux côtés de la rivière, finalement, deux cultures relativement différentes, des IPA partout. Des India Pale Ale Bien sûr. de côte à côte, du Pacifique à l'Atlantique. Je me demandais Ouais. si la fièvre de la IPA était tout aussi fébrile au Mexique. Alors, la IPA, Ouais, ça c'est avec mon accent espagnol, tout à fait mexicain. charmant. La IPA, en fait, effectivement, ici, c'est une bière qui est adorée. Mhm. D'ailleurs, Hercules sort la Super Loupé, on appelle ça, qui est une IPA, et c'est notre produit phare. Ah oui? Après, tu as beaucoup. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de brasseries ici qui tentent des choses assez incroyables. Par exemple, une brasserie ici à la ville de Mexico qui a fait ça s'appelle la Churro Porter, qui est donc une porter, et à base de churros. Comment on dit ça? Une porteur à Churros, bord. les porteurs churros. Wow. Et tu as après tu peux avoir aussi avec la goyave, tu peux avoir des bières avec la mangue, tu peux avoir des bières avec du chocolat mexicain, enfin bref, avec du gâteau. Donc c'est vrai qu'après, elle s'inspire beaucoup de toutes ces brasseries comme Omnipolo, Omnipollo, Omnipolo, je ne sais pas comment il faudrait le prononcer, mais et Mikkeller qui font beaucoup ce genre de bière, de mélange
Brouski aussi, je sais pas si tu connais la Brouski, Oui, j'en ai entendu qui parler, est mais je suis pas très familier avec. et donc ici, on a la chance d'avoir des bières d'importation incroyables, très connues dans le milieu, très chères, malheureusement, pour les coûts d'importation et surtout dernièrement. Et ça, Mhm. il faut pas l'oublier. Malheureusement, c'est que le ticket moyen a quand même augmenté, surtout sur l'importation. Donc, pour moi, on fait très attention parce que ici, on peut arriver à des prix, alors en dollars canadiens, je ne saurais pas te dire, mais en dollars US, on peut arriver sur des canettes à 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars. Et on a des acheteurs. Wow. Mais c'est vraiment des collectionneurs ou des connaisseurs ou des aficionados, comme on dit ici, des collectionneurs. Ouais. Euh, donc voilà, mais on arrive, par exemple, on a une bière qui est d'Argentine qui s'appelle Juguetes Perdidos, qui sont les jouets perdus en français. On la vendait 25 dollars une canette de 330. Pas une de, ça, c'est des canettes de 473 millilitres, mais une canette de 330 millilitres pour 25 dollars. Donc, bon, après, ça se vend pas non plus par milliers, hein, on est d'accord. Mais ce sont juste pour être sûr, ce sont bel et bien des bières de dégustation, des bières d'occasion, si on veut. C'est ça, c'est que effectivement, vu les styles, c'est pas des bières de garde. Donc, c'est des IPA, c'est Mhm. des double IPA. Bon, encore là, avec l'alcool, ça peut encore des pale ale, voilà. Donc, euh, c'est pas forcément des bières de garde, mais après, bon, on a aussi, on a des bières de garde avec les Belges, surtout en fait, les bières belges qui sont quand même assez reconnues là-dessus. Et les Belges, est-ce qu'ils sont dans le top 5 côté importation au Mexique? C'est surtout les bières américaines. Mhm. Aujourd'hui, je pense que je mettrais en premier les bières américaines, les bières danoises, donc Mikkeller, Bruski. Euh, et les bières belges, oui, bien sûr, il y a un marché. Mais ça a encore ce goût traditionnel pour le Mexicain. Il préfère la nouvelle tendance, tu sais. Mhm. Donc les IPA, tout ça, en fait, les Belges, ils les font pas trop, en fait. Donc, C'est vrai. voilà. Donc si ça se vend, ça se vend, bien sûr. Et ça, c'est plus pour les Mexicains des bières de garde. Et tout ce qui est américain, toutes ces bières-là, un peu de mode, c'est des bières effectivement qui se vendent le plus ici en fait au Mexique. Mais après, il y a c'est vachement régionaliste aussi. Mhm. Parce que, par exemple, si tu vas dans la Barra, ce que je disais en introduction, donc toute cette zone-là de Tijuana, Ouais, ouais, ouais. Ensenada et Mexicali, qui sont vraiment du côté de San Diego, Los Angeles, euh, ils ne boivent que des bières de chez eux. Si tu veux lancer une bière de la ville de Mexico là-bas, c'est juste impossible. Et la bière de chez eux, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on parle de lager extrêmement souple? Est-ce qu'on parle Oui, de IPA local avec une herbe spéciale? on parle beaucoup de lager, on parle de pilsner, on parle Mhm. de stout, on parle. Oh. Ah, ouais, pardon, c'est ce que je partage la maison avec beaucoup de personnes, donc des Ah fois, non, ça va, je excusez-moi. l'ai pas entendu. Mon interjection avait rapport avec l'utilisation du mot stout dans ta phrase, parce que je m'attendais pas à ce que le stout soit quelque chose de très populaire à Tijuana. Hum. Alors, la stout, non, la stout, alors, c'est vrai que c'est très saisonnier. Donc, si on arrive sur les périodes de Noël, bien sûr que les stouts, les porters, c'est des bières en ce moment. Même ils lancent des bières de saison de Noël, en fait, de navideñas, comme on dit ici. Donc, qui sont très fortes en alcool, bien entendu, mais Mhm. qui sont très, très, très bonnes. Qui sont, limite, des fois, tu as l'impression de boire un espèce de café, du chocolat. Il y a des goûts qui sont vraiment énormes. Il y a d'ailleurs une bière, une brasserie que j'adore, qui est de Guadalajara, Mhm. qui est notre ville, une grande ville de Mexico, du Mexique, pardon. Euh,
Et c'est une brasserie qui s'appelle Santa Sabina et qui fait la Stade de Hoya. Et la Hoya, en fait, c'est comme tu sais, c'est comme la popote où tu mets la soupe, en fait. Ils appellent ça la Stade de Hoya. Et donc, c'est dans un papier de cartonné. C'est très joli. Et elle est juste excellente. Et il y a des bières, mais c'est clair que je suis arrivé tardivement, en fait, dans ce monde-là. Ce que tu disais aussi en introduction, moi j'arrive de la France, donc généralement en France on est plus sur une culture de vin. Et la bière, ce monde-là, je l'ai appris et connu depuis peu, donc il y a 4 ans maintenant. Je ne connais pas encore tout, Mhm. mais la vérité c'est que ici au Mexique, ils font des bières qui sont vraiment mais très 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 bonnes, très très bonnes. Moi, ce que je crois comprendre de ce que tu me dis, c'est que tu es tombé dans la marmite de bière et depuis ce temps-là, tu en as fait un style de vie, tu travailles dans ce milieu-là et tu aimes ça. Et puis, en même Oui. temps, le Mexique fait beaucoup d'expérimentation. Quand tu me parles d'une bière de Noël, euh, quand tu me parles de Tijuana et des environs qui ne boivent que la bière qui est produite dans ce coin, des 300 microbrasseries, moi, je crois détecter une scène brassicole très vivante. Et puis, ça me ramène un peu en arrière au tout début du podcast. J'avais deux questions pour toi et je sens qu'elles sont Mhm. intimement reliées. C'est comment est-ce que tu décides en 2006 d'aller t'installer au Mexique? Et puis, comment est-ce qu'à partir de là, tout d'un coup, tu te lances en affaires? Bah, écoute, ma venue au Mexique est très facile. C'est que j'ai connu ma femme mexicaine en France. L'amour, Exactement. la meilleure des raisons. Le cœur, voilà. Donc, effectivement, pour moi, je parlais pas espagnol au départ. Je connaissais pas du tout la culture. Je connaissais pas du tout le pays. À ce moment-là, je pense que mes zones les plus proches, c'était l'Europe en voyage. Bon, des fois, je sortais un peu plus loin, mais j'avais jamais vraiment atterri sur le continent américain. Euh, Tu arrives dans une ville, Mexico City, qui est une ville énorme. Mhm. Donc, d'ailleurs, une petite histoire comme ça avec ma femme, avec Gabriella. Donc moi, originaire de Bordeaux. On arrive en train de Paris pour Bordeaux, et puis donc pour nous en France, Bordeaux c'est une ville moyenne grande, on va dire, c'est 200 000 à 1 million d'habitants. Et quand tu arrives en train, en fait, en TGV, tu arrives sur cette ville-là, et on est arrivé de nuit, et puis elle me dit, ah, il est joli ce village. Et j'ai compris, Ouais. et j'ai compris pourquoi elle disait ce village, parce que quand tu arrives dans la ville de Mexico, c'est une ville qui au départ te fait beaucoup peur, parce qu'elle est très très grande, elle est Mhm. énorme. Et, donc, ça a été une adaptation plus ou moins périlleuse pour moi, parce qu'au départ, j'arrivais pas à faire l'effort d'essayer de parler espagnol. Mhm. Et, et puis petit à petit, j'ai vu aussi que le pays t'offrait beaucoup d'opportunités d'affaires. Mhm. Après, forcément, le problème que tu as, c'est que nous, la culture mexicaine et la culture européenne en général, Mhm. c'est que quand un Mexicain te dit oui, ça pourrait m'intéresser, oui, écoute, je te rappelle plus tard, oui, toi comme Européen, tu penses que ça y est, c'est bon. Et en fait, un Mexicain, il va jamais te dire non. Tu comprends? Donc, Et c'est très différent de la France? il y a un choc des cultures énorme. En fait, il y a un copain qui me disait à ce moment-là, on est tous les deux des pays latins, mais la France est peut-être le moins latin que le Mexique est le plus latin. Donc, il y a un choc des cultures au départ qui est assez énorme. Mhm. Et pour comprendre cette culture-là, c'est quand même l'immersion, elle prend du temps pour que tu comprennes comment marchent en fait les Mexicains. Donc, mais Mhm. tu sens il y a une énorme opportunité, je dirais, d'affaires. Et puis, bon, de fil en aiguille, les années passent. Et ensuite, moi, je me suis un peu plus, on va dire, spécialisé dans le marketing. Et j'ai rencontré, en fait, mon associé.
ma future associée, Delia. Et au départ, c'était pour leur faire les pubs digitales, parce que comme c'était une page digitale, une page de un magasin, un marketplace, euh, donc je leur ai offert mes services. Et puis petit à petit, ça m'a plu. Et puis petit à petit, ils m'ont dit, est-ce que ça te plairait de venir avec nous dans le bateau? J'ai dit pourquoi pas. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est arrivé. C'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Prévoir de monter un business, oui, ce qui était en train de se faire sur d'autres branches qui n'avaient rien à voir avec la bière. Et c'est comme ça qu'en 2018, je suis arrivé en fait dans The Beer Cow. Excusez-moi mon accent anglais qui est très mauvais. Euh, C'est tout à fait accepté. mais merci, merci. Et puis voilà, et puis en fait l'histoire a commencé avec avec Delia et Zach, qui sont frères et sœurs, qui sont anglais d'origine, nés en Espagne. Bon, enfin bon, tout le monde n'est pas parfait. Et puis Zach, lui, en fait, il est à Londres, donc et Delia était ici à la ville de Mexico. Et puis bon, maintenant elle a déménagé du côté de Mérida. Mérida, c'est une ville qui est plus dans le sud-ouest du pays. Et donc moi je suis resté ici, puis je me suis occupé des opérations, des opérations de la compagnie avec deux personnes à temps plein, un peu plus de 5000 commandes par an. Euh, et puis bon, ben, après on a commencé à lever des fonds avec des investisseurs, avec des business angels. Et puis voilà, puis l'histoire, elle continue. Alors bon, on roule pas forcément sur l'or, mais c'est quelque chose, c'est un monde très intéressant. J'ai appris beaucoup. Et puis voilà, donc ça fait 4 ans qu'on est sur le bateau de Birkau et on essaye de suivre les tendances. Et puis après, bon, la pandémie est arrivée. Et puis là, bon, bah, on va raconter ça un peu plus tard, je pense. Ben, justement, j'allais y venir parce que je me disais, pour entrer en affaires dans ce type disons, de compagnie, il faut essayer de deviner en fait ce que le consommateur est prêt à acheter et à quel prix il est prêt à l'acheter. Et je me Bien demande sûr. un peu, comment est-ce que vous décidez des compagnies que vous allez vendre si on veut? Parce que ça doit être une science assez difficile à maîtriser puis à bien doser. Parce que d'un côté, tu peux avoir une brasserie nouvelle, locale et excellente, mais peu connue, avec Mhm. un consommateur qui s'attend à une valeur sûre. Comment Oui. faire la juste part? Bah, écoute, c'est très simple. Mhm. Le calcul est très simple. C'est nous, généralement, notre pool de produits principaux, on va dire ce sont les plus exposés, en fait, et les plus connus, les plus reconnus, qui ont gagné des médailles, des concours. Donc, elles ont un certain background, on va dire, dans le milieu de la bière artisanale. Et on saupoudre de temps en temps de nouvelles bières. On leur Ah. donne leur chance d'être vendues pour justement proposer une variété de produits qui soient intéressantes pour le consommateur. Parce que, bien sûr, le consommateur, s'il va toujours nous acheter la Hercules, à un moment donné, il va se fatiguer. À moins que non, parce qu'on a vraiment des clients très, très, très fidèles là-dessus sur ces marques. Il y a des clients très fidèles. Mais pour gagner des nouveaux clients, on est obligé de toujours offrir quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est génial, c'est que, comme je te disais au départ, on a un peu plus de 300 micros, 400 micros service brasserie. On peut toujours offrir de la variété en fait de produits. C'est ça qui est topissime ici. Vous gardez un certain Donc, roulement qui est un gage de exact, diversité, donc ça garde le consommateur allumé exactement. et engagé. Et engagé. Ouais. Et tu as deviné que j'allais te poser la question. C'est la question de toutes les questions. COVID. Oui. Vous êtes en affaires depuis 2006, c'est ça? Non. Tu es arrivé au Mexique en Non, 2006, puis il y a... voilà, 2016. Comme Ouais. je te dis, le raccourci a été quand même
rapide, Oui, moi, je suis rentré dans. En fait, Delia et Zach ont commencé l'histoire en 2016, ouais. donc il y a 6 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur une soirée un peu arrosée entre tous les deux, et surtout Zach, qui vit en Angleterre, a dit, tiens, pourquoi on répliquerait pas ce modèle-là en fait en Angleterre, au Mexique, vu qu'il y a une offre en fait. Il y a une offre. Mhm. La demande, elle était à ce moment-là très rare. Il y avait une demande, mais l'offre, elle était là en fait. Donc, ils ont commencé par ça en rigolant là-dessus, puis ils se sont lancés. Et moi, je suis arrivé en cours, je suis monté dans le train en cours en fait. Mais non, en fait, on n'a pas été. Je vois où tu vas en venir. Ça n'a pas été un effet de mode pour nous en fait, parce qu'on avait déjà. La pandémie est arrivée en 2020. Mhm. Nous, on avait déjà 4 ans d'ancienneté avant la pandémie. Alors, forcément, ça nous a beaucoup aidé, la Ouais. pandémie. On avait déjà quand même 4 ans derrière. Alors après, ici effectivement, les Mexicains sont très opportunistes, il faut le savoir. Donc, quand la pandémie est arrivée, Et c'est je ne tout à parle même leur pas le honneur nombre de... d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais ça c'est clair que là-dessus, c'est assez excellent parce que ce sont des personnes très résilientes Mhm. et qui cherchent toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mhm. Donc, ils vont toujours chercher les opportunités. Toujours, 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 Mais je toujours. comprends. Surtout quand on Et, parle de bière, on préfère que notre bière soit à moitié plein. ouais, tiens, comme mon verre, regarde. Ah, c'est vrai. Écoute, je te fais trop parler. Je pense que tu oublies de boire. Je suis désolé. Je suis un mauvais hôte. Non, 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 c'est peut-être moi qui parle trop, pardon. Mais non, mais Mais, c'est une faute partagée dans ce cas-là parce que toutes les deux, on a eu envie de sauter dans le vif du sujet tout de suite. Et c'est correct. Et puis, moi, j'allais te demander justement par rapport à COVID, euh, ça a été quoi, disons, le plus grand impact de la pandémie pour vous? Je ne peux m'empêcher de penser à l'augmentation du prix du gaz, donc côté transport, peut-être des défis logistiques. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu une baisse de la demande. alors, l'impact pandémie, Covid, pour nous, juste avant Covid, bon, bah, c'était tout normal. On était à deux doigts de fermer la société, en fait, parce que Ah justement, oui? c'était, ça allait assez mal quand même à la fin. Et puis, d'un coup, la pandémie est arrivée et d'un coup, on a commencé à voir les commandes se multiplier, multiplier, multiplier. On a aussi, comme je te disais, vu les concurrents se multiplier. Hmm. Nous, on a fait une progression de plus de 350% en fait sur l'année 2020. D'accord? Ensuite, l'effet post-Covid, justement, c'était ça, ça aussi. Les bières, le prix n'a pas trop augmenté, nos coûts n'ont pas forcément augmenté, mais là, sur tout 2021, on a été bon, on a fait un 45% de croissance aussi sur 2021. Mais là, 2022, ça commence à tirer la langue et effectivement, on commence à avoir des augmentations de tarifs. Nous, ici, en fait, l'inflation 2021, elle est de 7,5%, hein, l'officiel. C'est gros. Mais c'est énorme. Mais bon, on pense que non, il y a beaucoup plus. Euh, Effectivement, le prix du pétrole ici a augmenté. Tout a augmenté, en fait. C'est clair, tout a Est-ce augmenté. qu'on parle d'une Donc, crise économique au Mexique? euh, non, non, toujours pas. En fait, la crise économique, on l'a eue depuis que le président actuel est arrivé au pouvoir, en fait. Ah Donc, oui? on parle de 2018. OK. C'était un pays qui connaissait une croissance de l'ordre de 4-5% annuel. Et quand il est arrivé, on a une croissance nulle sa première année de gouvernance. On a une croissance négative durant la pandémie. Et là, aujourd'hui, on a une croissance, mais elle récupère pas ce qu'elle a perdu pendant la pandémie. Donc, Mhm. on peut pas dire qu'aujourd'hui, la crise, non. En fait, tu sais, en fait, ici, c'est pour ça que je te dis, les Mexicains, généralement, ils sont très résilients, ils sont très Mhm. opportunistes, parce que c'est un pays, depuis que je suis arrivé,
il était très stable économiquement. Depuis que ce président est arrivé, je commence à connaître en fait les peurs mexicaines où ils ont eu des dévaluations dans les années 80-90 en fait. Et effectivement, par exemple, l'euro et le dollar, l'euro durant la pandémie est monté à. Moi, quand je suis arrivé, il était à 11 l'euro et maintenant il était au pic, il était à 27 et aujourd'hui il est à 24 l'euro, pesos mexicain. Donc, euh, mais ça n'empêche pas que le consommateur consomme toujours, en fait. C'est Mhm. ça qui est incroyable. Ils sont fans de la carte de crédit, Ouais. mais ils sont fans de la consommation. Écoute, Enfin, Fabien, il se passe des drôles de choses côté bière avec COVID. Aux États-Unis, il y a une grosse étude qui a été lancée par rapport à la consommation de bière à cause de COVID. Et ça veut dire à cause du confinement, à cause des restrictions, à cause de la fermeture des bars et des restaurants. Et il y a comme deux tendances complètement contradictoires. En fait, trois, mhm, qui sont toutes mutuellement exclusives quasiment. La première, c'est une OK. augmentation d'à peu près 20% de la consommation de bière euh, pour un groupe de la population, puis en même temps, une baisse de la consommation de bière de quelque chose comme 10 à 15%. Je ne me souviens pas exactement des chiffres. Puis en même OK. temps, ben, il y a énormément de personnes qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Je connais Oui. mieux les statistiques aux États-Unis qu'au Canada parce qu'il y a plus, disons, de données très, très, très grandes au Mhm. Canada, puis je veux dire aux États-Unis. Puis aussi, le bassin de population américain est comme plus grande pour ce genre d'études-là. Je ne sais pas ce qui est arrivé au Mexique, mais je sais que le filet social est moins gros au Mexique puis aux États-Unis que, par exemple, au Canada. Donc, je me dis, d'un Ouais. côté, tu as plus de personnes qui ont moins d'emploi, tu as plus de personnes qui boivent plus, mais tu as aussi plus de personnes qui boivent moins. En tout cas, aux Alors, États-Unis, pas au Mexique, parce que je ne connais pas le Mexique. alors, c'est assez incroyable. Bon, il y a eu le mois de mai 2020, tout a été fermé en fait. Même les chaînes de production des brasseries industrielles, donc Corona, Mhm. les plus connues. Ok. Nous, on a profité, on a eu un boom parce que effectivement, déjà on était une page en ligne. De l'autre, on faisait les livraisons à domicile. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas trop non plus sortir de la maison. Et donc, c'est vrai qu'on a eu un boom sur le mois de mai 2020 incroyable. Je crois qu'on tombait à 25 ou 30 commandes par jour. C'était un truc de folie. Bon. Mais, entre-temps, effectivement, il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi ou pas perdu leur emploi. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est l'adaptation des Mexicains en général. Les Mhm. entreprises disaient, parce qu'il n'y avait aucune aide, le gouvernement n'a offert pratiquement aucune aide. Et donc, les entreprises ont dû chercher des systèmes D, genre, bon, ben, écoutez, on va vous payer 50% de votre salaire là, on n'a pas le choix. Et les Mexicains, ils ont dit oui, OK. Mais donc, 50%, ça veut dire moins de pouvoir d'achat. Mhm. Donc, moins de pouvoir d'achat, donc moins de consommation. Et nous, effectivement, comme je disais tout à l'heure, les bières qu'on vend, elles ne sont pas non plus euh, limite, si tu veux, une canette comme ça vaut en fait un pack de 6 bières normales au Mexique. Donc, bien OK. sûr que le Mexicain, il va aller acheter le six de bière industrielle plutôt qu'une bière artisanale. Mhm. Mais on a su, en fait, c'est vrai qu'on a su, nous, euh, rester à flot tout de même et à maintenir notre clientèle, à maintenir notre croissance. Mhm. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a eu création de plus de pauvreté qu'autre part, et depuis les 15 ou 20 dernières années, en fait. Aujourd'hui, je ne sais plus combien on Mhm. parle de 10 millions de pauvres au Mexique. 10 millions de pauvres, c'est pratiquement 8% de la population. C'est beaucoup. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Mais ensuite, et c'est vrai que le président actuel mexicain, il veut aider les pauvres, mais en fait, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Il est hyper populiste, il est très inspiré des politiques cubaines ou vénézuéliennes. Donc, il est très populiste. Il veut tout voir, il veut tout commander, il veut tout arrêter. Il parle de corruption, mais Mhm. il est aussi corrompu que les autres. Enfin bref. Donc, ça n'aide pas du tout le pays. Mais en revenant sur la consommation de bière, effectivement, comme il y a beaucoup de marques, et c'est vrai que c'est un pays exportateur de bière énorme,
ces grandes marques continuent à vendre autant de bière qu'avant, pendant et maintenant, aujourd'hui, en fait. Ouais. La consommation de bière n'a pas changé, en fait, malgré que les pouvoirs d'achat ont baissé. Mais moi, je regarde la bière plus d'un côté culturel et je me dis c'est normal que la consommation de bière, toute bière confondue, ne Mhm. baisse pas parce que historiquement, la bière, c'est un des breuvages les plus bu sur toute la planète et ça a été, Exact. et c'est encore l'alcool le plus démocratique si on veut. C'est plus accessible que le Oui, vin, c'est plus facile à boire en grande quantité que les spiritueux et c'est plus facile à faire à domicile. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons qui font que, peu importe c'est quoi le contexte économique, il y a plus de bière qui va être consommée. Parce que la le, bière coûte un peu moins cher aussi. non, pas forcément. C'est Ah ça le non? problème, c'est que nous aujourd'hui, en fait, la bière industrielle, que j'appelle industrielle, qui sont les grandes chaînes, elle est effectivement moins chère. C'est ça, ben Mais une justement, bière oui. comme Ouais. une bière artisanale, elle est, comme je te disais, 3, 4 fois plus chère que 6 bières industrielles, Mhm. Mais elle est où tellement elles ont le même bonne! prix. Elle est tellement bonne! Elle est tellement bonne, mais effectivement, le marché, il s'est restreint, il Oui, s'est c'est réduit ça. en peau de chagrin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tout le monde ne peut pas s'offrir une canette comme ça à 5 dollars. c'est ça. Tout le monde ne peut pas. Par contre, ils peuvent mettre 5 dollars dans 6 bières ou dans 12 bières Ouais. industrielles. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, la consommation de bière n'a pas bougé. Hmm. Le seul, nous, aujourd'hui, c'est vrai on est quand même assez impacté parce qu'en plus, là-dessus, ça, il y a deux impôts. Il y a la TVA et on appelle aussi le IEPS, qui est l'impôt, je ne sais plus quoi. Donc, en gros, ici, j'ai en coût ça et j'ai 46% d'impôts. Hmm. Alors que la bière industrielle n'a pas ce IEPS. C'est ça qui est incroyable. Et est-ce que Donc, tu peux aujourd'hui, nous dire qu'est-ce que ça veut dire exactement, IEPS? Je vais te dire ça. Attends, je vais le chercher parce que je saurais. Je vais TVA, te ça donner les c'est taxe de la initiales. valeur Alors, ajoutée, c'est ça? c'est Impuesto Especial sobre Producción y Servicio. Donc, c'est un impôt spécial sur la production et sur les services. OK. Donc, en fait, elle est imposée sur les alcools et par exemple, en fonction des degrés d'alcool. Ah Donc, oui. plus il y a de degrés d'alcool, plus l'impôt est fort. Et je crois que le maximum, il monte jusqu'à 50%. Hmm. Donc, les spiritueux, ils sont imposés jusqu'à 50% en plus de son coût d'importation ou de fabrication. Donc, aujourd'hui, une bière comme ça, il y a 46% d'impôt là-dessus. 46. Hmm. Et aujourd'hui, le secteur, donc les chambres de commerce qui représentent en fait les chambres de métier, si tu veux, ou les chambres de l'industrie de la bière artisanale, essaie de toquer aux portes du gouvernement pour dire, écoutez, pourquoi mon voisin qui fabrique de la bière industrielle n'a pas ce IEPS et Ouais. pourquoi nous, on l'a. Et donc, si en fait on faisait sauter cet impôt-là des 26,5% en plus de l'IVA, donc au total, donc 16% d'IVA, de TVA, pardon, de taxe sur la valeur ajoutée, plus l'impôt sur spécial, au total, ça fait 46%. Et est-ce que Si on tu as enlevait eu... ces 26%, Pardon, excuse-moi, je te coupe. Euh, ouais, Est-ce que tu as une idée de pourquoi la bière des microbrasseries qui opèrent pas à échelle industrielle se fait imposer cette taxe? Est-ce qu'il y a une non, raison ou une c'est logique qui est général. exprimée? La vérité, c'est que je saurais te dire exactement pourquoi, mais il a été mis en place avant ce gouvernement, donc il a OK. été créé en 2016, 2015, 2016. Euh, Ça fait un petit moment, je là. me rappelle, oui, ça commence à faire un petit moment, Mhm. mais justement, c'est quelque chose en fait qui pénalise en fait la consommation de bière artisanale. Ça pénalise énormément. Pour ça que Mhm. si on pouvait baisser de 20% ou 30% nos prix de public, parce que ça, en fait, si aujourd'hui je le vends à 5 dollars, demain je pourrais le vendre à 3,5 dollars ou à 4 dollars. Donc Mhm. je pourrais offrir 1 dollar de moins en prix public qu'aujourd'hui. Donc c'est Mhm. ça là où en fait toute l'industrie
est en train de pressionner en fait le gouvernement actuel ou pour baisser le IEPS ou pour l'enlever complètement. Et que ça soit, exactement, qu'on soit égal que les producteurs de bière, mais les gros producteurs de bière, les grands groupes. Mhm. C'est pour ça il y a une différence énorme de prix où tu te mets, tu t'alignes avec comme les grands groupes et tu mets de moins en moins de produits bons pour avoir un produit qui soit excellent, quoi. Mhm. Et qui soit, en fait, moi j'appelle ça du pipi de chat, en fait, tu vois, enfin, des bières qui n'ont plus de goût. Après, bon, il y en a certaines que j'aime bien, comme les Stella, les Heineken, tout ça. Elles sont bonnes, les Il y a des Stella. bières, Ouais, ouais, je suis avec toi il y a, là-dedans. il y a des bières après, il y a des bières industrielles mexicaines qui, bon, la Corona, ça tu oublies, mais il y a certaines ici qui sont très très bonnes aussi, industrielles, elles sont très très bonnes, bien sûr, Est-ce que mais la c'est pas Corona... normal qu'il y ait Ouais. ce. Mhm. J'allais te demander, est-ce que, peut-être une question naïve parce que je connais pas la culture de consommation au Mexique, euh, est-ce que la Corona est très populaire au Mexique? Moi, je vois la Corona comme une bière omniprésente au Canada et aux États-Unis et donc un produit d'exportation. Et je me Mhm. demande, est-ce que c'est une bière qui est vraiment consommée par les Mexicains en général? Non? C'est pas une bière qui serait, Non. mettons, préférée? Non, parce qu'en fait, il y a quand même une offre énorme de bières industrielles ici. Mhm. Je sais pas, assis en y pensant, je pense qu'il y en a une douzaine ou une quinzaine qui soient la concurrence de Corona, en fait, et qui sont meilleures. Donc, effectivement, la Corona, pourquoi elle a réussi à s'exporter, pourquoi elle a fait autant de bruit, pourquoi elle fait autant de bruit à l'étranger, pourquoi je crois que c'est la bière qui s'exporte le plus au monde. Oui, je Euh, pense que c'est enfin, une des c'est 20 incroyable. bières les plus vendues sur toute la planète. Et je pense que une des raisons qui fait le succès d'une bière qui est dans le top 20 des plus grands vendeurs mondialement, c'est le plus grand dénominateur commun. C'est que c'est des bières faciles à boire, sans goût olfactif ou sans goût aromatique, c'est-à-dire que Ouais. on leur trouve pas d'arguments en leur défaveur tellement elles sont grand public, mais il y a un coût à payer. Puis évidemment, ce coût à payer, euh, le consommateur niche qui cherche des sensations Mhm. extrêmes, lui, il cherche pas ça. Il veut vraiment pas ça. Mais ça me fait penser, toi, là, Fabien, quelle est Oui. ta bière favorite de tous les pays existants sur Terre, maintenant au monde? Ta bière favorite. Et Tout, attention, il n'y tout, a tout, qu'une seule tout, bonne réponse, la tienne. toute con- non, pero, a ver, toutes confondues, Oh oui, vraiment, toutes confondues. pour moi, celle qui me reste toujours vraiment depuis tous les temps, c'est une chimée, Ah oui? la chimée bleue. J'ai Et jamais ça, fait aucune c'est erreur de ma vie après avoir bu une chimée. Je peux dire que la chimée, je la tiens en haute estime. la chimée. Après, j'en ai une aussi belge. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de Belges qui me reviennent maintenant et que j'aime bien, comme la Hoegaarden aussi. Hmm. En fait, quand tu vas en Belgique, ils t'offrent la Hoegaarden tu sais, en pression et ils te mettent une rondelle de citron au-dessus et tu la bois bien fraîche. Et c'est une bière blanche, c'est très, très bon en été. C'est excellent. Hmm. Euh, Très rafraîchissant. et après, celle que je boirais et que j'aime tous les jours, une Stella, c'est pas si mauvais que ça. Et ensuite, dans mes favorites mexicaines, euh, dans mes favorites, j'aime bien une brasserie qui s'appelle Principia, qui est de la ville de Monterrey. Et ils ont des bières très, très, très bonnes. En fait, c'est vrai il y en a. En fait, j'ai pas une préférée parce que je les aime toutes. Toutes les bières, je les aime. On reconnaît l'amateur. C'est, Je c'est- pense que tu serais pas dans cette compagnie si toi-même t'étais pas maintenant un fin né de Ouais. la bière. Après, je suis pas raciste sur les bières industrielles. C'est qu'il y en a qui, comme je te disais, il y en a qui sont très bonnes, comme les Stella, comme les Heineken. Mhm. Après, en bière française, la 1664 était pas mauvaise. En pression, c'était très bon. Euh, mais ouais, non, il y en a pas une qui.
il y en a, si, comme je te disais, la Chimay bleue, c'est parce elles t'ont marqué, Mhm. elles t'ont marqué dans ta vie parce que peut-être que tu t'es un peu bourré la gueule avec, mais tu étais super content le lendemain. Ben, c'est ça. Mais parce que tu as passé un super moment avec des amis en buvant ce genre de bière-là. Tu vois, c'est un tout en fait. C'est boire une bière, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mm. J'apprécie la bière parce qu'on parle ensemble, parce que on passe un bon moment et puis on échange et voilà, c'est ça. Et c'est comme un bon verre de vin en fait. C'est pareil. Oui. En général, les alcools, c'est pas quelque chose que je déteste, quoi. Mais les bières, c'est vrai que non, je les aime toutes, toutes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que au départ, j'aimais pas du tout, comme une Guinness, Ah, euh, qui au départ, une Guinness pour moi était trop épaisse, trop lourde. Et c'est vrai que en général, les obscures, on va dire, les bières obscures, mhm. donc les stouts, les porters, artisanales ici, m'ont fait découvrir ce monde de ces bières obscures, tu vois. Ouais. Par contre, je pourrais pas boire une Guinness toujours. Mais tu vois, tu parlais d'expérience unique tu sais, par rapport à la chimie bleue, c'est ça. La Chimay bleue, ouais. Tu te souviens de certaines soirées bien arrosées et Oui, la bière, pour moi, c'est consubstantiel à une bonne conversation, à un bon moment, à un moment de détente, mais aussi à un moment de rapprochement. Pour moi, il y a vraiment une construction de société à travers une intoxication très, 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 très douce. Parce bien que dans sûr. l'excès, tout est détruit. Et ça me rappelle, moi qui viens de la ville de Québec, un bar qui s'appelle le Néligan, du nom de notre poète québécois le plus fameux, Émile Néligan. Ce bar-là, je pense qu'avant, ça avait été peut-être un bordel et il a été racheté, ça a été un Ah, bar. Puis ce bar-là c'était c'est indescriptible à quel point ce bar-là était bien fait, à quel point il était invitant, à quel point c'était tout petit, mais c'était tellement vivant et dynamique. Et là-bas, moi, je pense que du temps que j'étais au collège, j'y allais une fois par mois, puis je prenais une Guinness. Et puis une Guinness, c'était assez. Une bonne conversation, c'était correct. Après ça, on était parti. Puis pas c'était mal. quasiment un pèlerinage, si on veut. Puis je pense que c'est le genre d'expérience qui marque profondément nos goûts pour les bières. Oui. Et c'est vrai qu'il y a. Moi, c'était à Bordeaux, on était trois amis. Mhm. Et c'était comme un. Chaque vendredi, en fait, on allait au cinéma. On était adolescents. Bon, après, c'est pas trop bon de dire ça, mais on était adolescents, on avait 16, 17 ans. Oups. Euh, et, bon, il faut dire qu'en France, on n'est pas comme aux États-Unis, c'est pas moins de 20 à 21 ans, non? Ouais. Euh, mais bon, on allait dans un bar à bière, justement, où on adorait ce bar. C'est qu'il avait une carte de bière monde, comme ça, épais comme ça. Et on se disait qu'à chaque fois en sortant d'un film, Mhm. on allait boire deux, trois bières, Mhm. mais d'une autre partie du monde. Donc, on buvait des bières tchèques, on buvait des bières autrichiennes, on buvait des bières australiennes, on buvait voilà, du monde entier. Alors, elles n'étaient pas forcément toutes artisanales, Mhm. bien entendu. Et ça, on a fait ça, c'était comme un pèlerinage, en fait. Chaque vendredi, on allait discuter du film qu'on est allé voir. Alors, ça pouvait être un film d'action, ce qu'on voulait. Mais on allait boire notre bière, tous les trois, et chacun se prenait trois bières. Et donc, après, c'était, bien entendu, c'était l'idée, c'est qu'on prenne chacun trois bières différentes, qu'on ne prenne pas les mêmes du voisin, justement pour les goûter. Mhm. Et c'est ce qu'on faisait, c'était notre moment à nous entre amis. Et ça, je me rappelle très bien qu'on l'avait fait pas mal de temps. Euh, et en plus, sacrilège quand même à Bordeaux pour la ville du vin, quand même, non? Parce que bon, Donc, mais non, tu avais mais déjà la ouais. fibre bien implantée, bien avant ta J'ai- transition à l'âge de quoi? Ouais, de 40 C'est ans. ça, oui. Bah, ouais, ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que on avait fait ça, on faisait ça comme exercice.
Et je me rappelle mon copain, mon ami, qui est comme un frère aujourd'hui, Mhm. il collectionnait toutes les capsules. Classique. Et un classique, moi ici j'ai une bouteille de plein de capsules que j'ai pu goûter en 4 ans Mhm. chez Birkau. Mais voilà quoi, ouais, c'est vrai que c'est des moments comme tu dis qui sont incroyables. C'est le partage, les rires, c'est les pleurs aussi des fois malheureusement. Oui, ça arrive. Euh, et Des fois, il y a voilà, des pleurs pour des bonnes mais raisons, des fois, il y a des pleurs pour des mauvaises oui, raisons. Et les pleurs pour les bonnes raisons valent la peine d'être, disons, partagés. Il y a des... ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus et qu'on ne partage plus sur les ondes, mais il y a des moments de joie intense qui font c'est pleurer, vrai, qui valent la peine d'être c'est vrai. vécus et qui Oui, existent pleurer de rire, oui. parce on pense trop au côté négatif des choses. Il y a trop de discours négatifs en ligne, de hargne et de haine. Et l'opposé existe, c'est juste qu'il est plus rare à trouver, puis il mérite d'être partagé. Puis c'est, je pense, Oui, sur cette excellente note optimiste, que je pense qu'on va conclure notre session d'aujourd'hui, notre session de brassage d'idées françaises, québécoises et mexicaines. Écoute, Fabien, je oui. te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, on vous invite fortement à appuyer sur le petit bouton qui dit abonnement ou à partager la bonne nouvelle. Et voilà, à la semaine prochaine, quand ce sera le temps d'une Ah, bière. merci beaucoup pour l'invitation et je salue tous les auditeurs. Euh, et puis, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Cheers. Hasta luego. Bye. Bye.